Bonjour à tous et bienvenue sur Hacking HR. Je suis Béatrice, la cofondatrice de Kokoroé, et nous allons décrypter ensemble les tendances du monde du learning. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée qui baigne dans le monde du learning depuis plusieurs années et qui a un parcours particulièrement riche entre start-up et grands groupes. Bonjour Pauline Kiejman. Bonjour, merci de me recevoir. Alors j'ai une première question que j'ai envie de te poser. Quel est le métier que tu souhaitais exercer quand tu étais toute petite ? Alors, je suis sûre que je ne suis pas du tout originale, mais moi, je voulais être danseuse. Super, c'était la seule chose original. que je voulais faire dans la vie. C'était être danseuse. Danseuse classique, danseuse Ouais, donc j'ai commencé la danse classique à 2 ans et demi. Et j'en ai fait pendant 20 ans. Oui. Mais j'ai assez vite compris que je ne serais jamais danseuse, que ça ne serait pas mon métier et ma carrière. Et j'ai eu beaucoup de mal après à sortir du « qu'est-ce que je fais si je ne suis pas danseuse ?» Et qu'est-ce que t'en as retiré de la danse ? Parce que c'est une école qui est assez difficile aussi. Oui, alors moi, c'était vraiment du plaisir en barre. Donc, je faisais une danse semi-classique, donc j'ai jamais fait de pointe. Donc, D'accord. j'étais pas dans la souffrance et la douleur, mais vraiment dans l'expression. Et je pense que cette fibre artistique est extrêmement utile dans le métier du learning. On doit être dans la créativité, trouver des solutions, imaginer des expériences pour les gens. Donc, je pense que ça m'a, de ce point de vue-là, ça m'a confirmé dans une fibre artistique que j'ai toujours eue et que j'ai toujours aimé avoir. Et on va le voir, Pauline, tu as un parcours, on sent que tu es une femme qui est passionnée, qui suit ses envies, ses instincts. Est-ce que justement, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours scolaire ? Je crois que tu avais fait un passage, tu as été en France, ensuite en Angleterre. Tu peux nous raconter ? Oui, alors moi, j'étais pas forcément une très bonne élève au lycée. J'étais beaucoup plus intéressée par les amis et les garçons que je n'aurais dû l'être. Je me suis rattrapée après, mais en fait, je pense que je m'ennuyais aussi beaucoup. Et j'ai mis du temps à trouver les choses qui me faisaient vraiment vibrer. Je me souviens encore, je disais à l'époque que la seule chose qui m'intéressait, c'était les gens. Et du coup, je comprenais pas comment est-ce que je vais trouver un métier où la seule chose que je vais pouvoir faire, la seule chose qui m'intéresse. En fait, ça existe, mais j'avais des parents qui étaient en profession libérale et donc pour qui c'était un peu le monde de l'entreprise, c'était pas vraiment. Qu'est-ce que faisaient tes parents justement ? Donc mon père était avocat et ma mère était journaliste, mais donc c'est pas des métiers qui aident à comprendre comment fonctionne une entreprise, quelles sont les voies. Donc j'ai fait du droit. Aussi parce que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Droit, donc des études plutôt sérieuses. On est sur des choses et structurantes. concrètes. Et puis ça m'a appris à apprendre. Voilà, ça m'a appris à me dire, ok, comment j'aborde un sujet, comment est-ce que je mémorise, comment est-ce que je structure, etc. Et je pense que ce qui m'a sauvée, c'est mon année à Oxford. Raconte. Je suis partie, j'avais postulé pour faire un Erasmus à Londres. J'ai passé les entretiens et la directrice d'Assas de l'époque m'a dit non, je ne vous envoie pas à Londres, je vous envoie à Oxford. Et donc, je pense que ça m'a vraiment fait changer de trajectoire. J'avais déjà passé 1 an à Bristol à apprendre l'anglais et à faire aussi un peu de droit. Mais cette année-là m'a vraiment connectée à l'international. Ma meilleure amie est canadienne. J'ai rencontré des gens qui venaient de partout dans le monde. Parce que t'étais vraiment sur le campus d'Oxford, en fait ? Wow. J'étais dans un collège qui s'appelle Jesus College, ce qui faisait beaucoup rire mes copains, parce que mon adresse, c'était @jesus.com. Mais j'étais vraiment au cœur d'Oxford et j'ai pu bénéficier de gens. Donc, il y a une vraie relation particulière avec les professeurs. Là-bas, on a son vrai prof, pas un chargé de TD, son vrai prof, 1h30 toutes les semaines pour discuter, challenger, réfléchir au concept. Et tu parlais justement d'école, tu sais, école modèle français, école modèle anglo-saxon. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme différence ? Il y a des choses qui t'ont un peu frappé ? L'université, ça n'a rien à voir en Angleterre et en France. En France, c'est pour le plus grand nombre. Oxford, c'est une toute petite université où chaque élève a été choisi, sélectionné. Ça ressemble plus à nos écoles de commerce qu'à nos universités. Donc, je ne crois pas que ça soit comparable dans ce sens-là. Ce que j'aime beaucoup dans le système anglo-saxon, c'est de se dire on peut étudier ce qu'on veut, mais au fond, ce qu'on en ressort, c'est pas un métier. C'est la capacité d'apprendre, de réfléchir, de conceptualiser, de produire des choses qui sont audibles et lisibles par d'autres. Et donc, moi, j'avais des gens autour de moi qui avaient fait des études diverses et variées pour après faire un métier qui n'avait rien à voir. Alors qu'en France, on est obligé de choisir des études qui amènent à un métier très tôt.
Et pour moi, ça aurait été trop tôt à 18 ans de faire ça. C'est une toute autre logique. Et une fois que j'ai fait cette maîtrise, puisqu'à l'époque c'était une maîtrise, je me suis vraiment dit, je vais pas faire de 3e cycle tant que je ne sais pas ce que je veux faire. Donc j'ai fait une année de stage. J'ai pris 1 an, pas pour faire une gap year à l'américaine et aller voyager, mais vraiment pour aller tester un peu ce que c'était que les différents environnements professionnels. Je pense que c'était la bonne chose puisque j'ai découvert le monde de l'entreprise, j'ai découvert avec beaucoup d'amusement en fait. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est là où j'ai postulé du coup à une école pour faire des RH. Qui était à Paris 2, donc c'était ma fac, ça tombait bien. Et donc, je suis allée faire le CIFOP, qui a été, je pense, la meilleure expérience d'apprentissage que j'ai eue et qui m'a aidée à découvrir l'ensemble et la variété des métiers RH. Bien sûr. Mais c'est peut-être parfois ce qui peut manquer dans les écoles universitaires. Enfin, c'est que tu restes quand même parfois beaucoup sur la théorique et il faut vraiment... Enfin, tu vois, ça demande une énergie perso de se dire, bon voilà, à un moment, je prends 1 an pour faire déjà un Erasmus. Tout le monde ne le fait pas. Je prends une autre année en plus pour aller m'immerger dans le monde de l'entreprise. Enfin, si t'es pas proactif, ça n'arrive pas, quoi. Oui, après, je pense que ça a un peu changé. Je pense que de plus en plus. Avec le Covid, j'ai envie de dire, on a fait 3 pas en arrière. Mais l'idée d'aller passer 1 an à l'étranger et que ça fasse pas perdre du temps, mais au contraire, ça en fasse gagner, je pense que c'est vraiment rentrer dans les mœurs. Je pense que c'est plus facile aussi aujourd'hui de le faire. Et en plus, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès. Donc moi, j'ai fait mon master en apprentissage. C'était assez peu répandu à l'époque. L'idée que pour un 3e cycle, on soit déjà dans le concret, que ça soit pas purement intellectuel, déjà, c'était un peu étrange. Moi, c'était la seule manière dont je pouvais retourner faire des études. J'avais vraiment besoin que ça soit ancré dans la réalité. J'avais fait cet apprentissage chez Chanel. J'ai découvert une entreprise, un monde, une industrie, dans laquelle, du coup, je suis retombée assez rapidement. Je suis restée pendant longtemps. Mais c'est parce que j'avais à la fois des intervenants qui me parlaient de leurs divers métiers, la manière dont ils exerçaient les ressources humaines, des différentes possibilités de ce qu'on pouvait faire autour des ressources humaines. Et puis, c'était le début. C'était encore c'était le moment où on passait de la gestion du personnel à des départements RH. Et que je puisse voir dans la réalité comment ça s'exprimait auprès des salariés, auprès des équipes RH, j'ai trouvé que c'était vraiment la bonne manière d'apprendre. Et là, du coup, Pauline, donc t'as ton parcours en droit, ton année d'Erasmus à Oxford, ensuite, du coup, une alternance en RH et puis la découverte finalement chez Chanel des premiers pas. Qu'est-ce qui rythme ensuite tes prochaines étapes? Là, t'avais un plan de carrière en tête. Qu'est-ce qui a été ton driver? Alors moi, le plan de carrière, ça n'a jamais été mon truc. Je me souviens que mon tuteur de master me disait « Pauline, il faut aller en usine, apprendre à faire de la paye. C'est comme ça qu'on devient DRH. » Ce à quoi je lui ai dit « en fait, je suis pas sûre que j'ai envie de devenir DRH. Donc, je vais pas faire ça. » Et donc, moi, je suis allée dans le conseil, spécialisé pour les RH, autour du talent, du leadership et de l'engagement des collaborateurs. Je me suis vraiment dit que c'était le bon endroit pour aller découvrir un peu comment est-ce qu'on peut aider les gens à bien vivre en entreprise. Et moi, ma passion dans la vie, c'est les gens. Donc, les gens qui s'épanouissent, qui apprennent, qui grandissent. Et j'ai vraiment trouvé mon domaine à ce moment-là. L'avantage du conseil, c'est que j'ai vu 50 entreprises en 4 ans. J'ai eu des missions sur des sujets extrêmement divers et variés. J'ai appris auprès d'experts. Donc ça m'a donné vraiment une vision de ce que ça pouvait être les ressources humaines et à quel point ça peut être différent d'une entreprise à l'autre. Et ça a développé en moi une croyance sur il n'y a pas une solution qui est la bonne. Il n'y a que des solutions pour des entreprises, des cultures, des moments dans le parcours de l'entreprise et dans sa vie. Donc, j'ai adoré faire du conseil. J'ai vécu la crise de 2008 de Lehman Brothers. J'étais à Londres à l'époque. Je l'ai vécu à l'anglaise. Donc, je suis allée au bureau un lundi matin et j'en suis repartie un lundi soir avec mon carton. Donc, c'est quand même une expérience assez traumatisante. Mais le marché anglais étant ce qu'il est, j'ai retrouvé un job en 3 semaines et en plus, c'était le job de mes rêves parce que je suis allée chez Eurostar et je me suis occupée du talent development. Excellent. Et donc, mon métier, c'était de m'occuper des gens et de leur développement de carrière. Et là, du coup, Eurostar, t'étais basée à Paris, à Londres. Le siège était à Londres, juste à côté de Saint-Pancras. Et là, ton profil de talent, tes profils, c'était plutôt franco, anglais? Quel était Alors, il y avait quelques profils SNCF,
parce que c'est quand même une joint venture. On avait beaucoup de profils internationaux. On avait de toute façon trois cultures françaises, belges et anglaises à marier en permanence. Mon boss était néo-zélandais. Donc voilà, ça donnait vraiment un melting pot. Je pense que c'est l'entreprise la plus familiale et humaine et chaleureuse dans laquelle j'ai pu travailler. C'était vraiment... je connaissais tout le monde. Voilà, j'étais capable de donner le nom des 165 senior managers dont je m'occupais. Je les connaissais, je savais qui c'était, je savais qui étaient leurs équipes, leurs structures, leurs organisations. Je pouvais les aider en termes de développement individuel, mais aussi collectif, à faire des team building, des design thinking, etc. J'ai été énormément formée au coaching, à la PNL, à être formateur. Donc, je passais 6 à 8 jours par mois. À la PNL aussi, je m'arrête dessus parce qu'on en reparle de plus en plus aujourd'hui. C'était déjà quelque chose à l'époque que tu... En fait, il y avait vraiment une volonté de développer les gens et de construire une culture managériale. Donc, les gens faisaient leur MBTI, connaissaient leur profil et savaient en parler. On utilisait, la PNL faisait vraiment partie des outils de développement en fait qui étaient utilisés. Moi, j'avais plein d'a priori, j'avais lu plein de choses horribles sur la manipulation, il y a les anti-PNL et les pro-PNL. Là, c'est un débat. Alors moi, j'ai eu une expérience incroyable qui était que j'ai été formée par 2 personnes qui avaient fondé une toute petite entreprise vraiment dédiée à ça. Lui, il était dans le business et elle était vraiment formatrice spécialisée. Et donc, ils ont construit des parcours extrêmement éthiques et de tout petits groupes de 6 personnes. Donc, j'ai envie de dire que c'était presque un parcours de développement personnel pour soi, extrêmement exigeant, parce que c'était quand même plus d'une dizaine de jours de formation avec des choses à rendre à chaque fois, donc pour tous les niveaux de formation. Mais j'ai vraiment trouvé que ça m'a donné des clés de lecture et de compréhension sur comment fonctionnent les gens, quels sont leurs leviers, qu'est-ce que c'est un être humain. Et au fond, j'aurais dû faire psycho, comme c'est ça là, que je me suis dit. Ça dérive un peu vers la psycho, là, quand même. Oui, mais c'était vraiment holistique comme formation. C'était pas purement apprendre à faire telle technique ou telle... C'était vraiment global, donc moi, j'ai adoré. Donc là, tu avais un pool de talents qui était chouchouté, que tu connaissais, qui te connaissait, que tu pouvais vraiment accompagner sur le long... Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, OK, là, j'ai fait le tour. Alors, je vais te dire, honnêtement, je me souviens encore du jour où j'ai vu le TED Talk de notre amie qui est la CEO de Facebook, Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg, femme incroyable. Et je me souviens m'être dit, je suis beaucoup trop confortable. C'était formidable, hein, mais je me suis dit, je travaillais pas un vendredi sur 2, j'avais pas d'enfant, j'étais célibataire, et je me suis dit, en fait, c'est super d'être arrivée là, j'adore ce que je fais, mais voilà, ça fait 2 ans et demi, quel est mon prochain challenge ? Et l'univers étant ce qu'il est, je me suis dit ça, et 15 jours après, j'ai une amie d'amis qui m'a appelée en me disant, alors, on a monté une start-up, on s'est fait racheter, on a besoin de s'équiper pour avoir une RH qui nous accompagne parce qu'on doit être 250 d'ici 2 ans. Est-ce que ça t'intéresse ? Le job était à Paris. Là, on est en 2011. Oui. Donc, on ne parle pas encore de French Tech, de Startup Nation. Enfin, rejoindre une start-up à l'époque, c'est quand même assez audacieux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu te dis finalement ? Parce que tu n'avais pas un parcours à la base... Google, je me suis dit, j'ai jamais fait d'RH opérationnel, donc je suis curieuse d'aller le tester. Okay. C'est une entreprise qui va commencer de 0, puisqu'ils étaient 12 quand elle m'a passé ce coup de fil, mais qui aura le soutien et le support d'une structure plus grosse aux États-Unis, donc qui s'appelait Living Social. C'était le moment du deal en ligne. Ouais. Donc c'était le début de Groupon, etc. Donc il y avait vraiment une opportunité autour du digital, de la tech, de l'e-commerce, enfin, on l'appelle comme on veut, mais il y avait, c'était un nouveau marché. Et je me suis dit, t'as tout à construire. Allez. Ouais. Alors là, du coup, ça m'intéresse parce que chez Coco, on est exactement dans ce même contexte, tu vois, où tu débutes à 15 et tout d'un coup, il faut être 35 ans. Là, toi, t'arrives, t'as une feuille de route qui est vierge. Comment tu structures ? Non, j'avais pas du tout une feuille de route qui était vierge. C'est-à-dire qu'ils étaient 12 quand j'ai passé les entretiens. Ils étaient 30 quand je suis arrivée. Et 3 mois après, on était 120. Comment tu fais pour que ce soit pas la pagaille ? En fait, j'ai pas vraiment eu le temps d'écrire une feuille de route. Et ma première semaine, mon premier sujet, c'est comment est-ce qu'on met en place la paye ?
Basique. Ok. Back to basic. Ok. Et en fait, quand on est une entreprise qui grandit aussi vite, les vrais sujets du quotidien, c'est le recrutement, la mise en place de structures il n'y avait pas de contrat standard, il n'y avait pas de règlement intérieur, on n'avait pas les bureaux. Donc, il fallait aller chez Ikea. Je me souviens encore d'avoir fait quelques soirées pizza, montage de meubles, parce qu'il y a un moment où, en fait, il faut pouvoir accueillir les gens le lundi matin. Non, mais là, donc, tu passes d'Eurostar, une boîte qui est ultra structurée, avec des process, une hiérarchie, à tout d'un coup, t'as les mains dans le cambouis, quoi. On parle de ça. Parce que Ikea, c'est quand même ça. Ah bah oui. Oui. Et des calls toutes les semaines sur la paye et trouver... heureusement que j'avais fait un peu de droit parce que si j'avais pas fait ça, je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Mais trouver un... je salue Justine, qui d'ailleurs m'a sauvé la vie à ce moment-là. Et puis, j'avais un comité de direction qui était super. Ok, top. Et donc, ça a été vraiment une aventure humaine. J'y ai rencontré mon mari, donc ça valait le coup d'y aller. Super aventure. Qui était notre DAF à l'époque. Et l'idée, c'est vraiment qu'on a travaillé, on s'est mis les mains dedans et on a travaillé, mais comme des fous, mais parce qu'on y croyait. Je me souviens encore des workshops qu'on faisait sur les valeurs de l'entreprise et comment est-ce que on allait les mettre en place dans la vraie vie et comment est-ce que ça allait s'exprimer en termes de comportements managériaux. Donc, voilà, il y avait tout à faire et tout à construire. Le sujet des startups, c'est comment est-ce qu'elles arrivent à construire et structurer en même temps. Très difficile. C'est un vrai problème. Difficile, un casse-tête pour tout le monde. Ouais. Que j'ai pas mal expérimenté quand j'étais consultante indépendante, mais là, je saute d'un cran parce qu'en fait, on peut pas faire et réfléchir. Donc, en fait, il faut trouver des équilibres, des temps de pause, des temps de réflexion pour pouvoir arriver à le faire. J'en suis partie de cette entreprise parce que les Américains ont décidé de se retirer. Ouais. Donc, ça, c'est imprévisible. Voilà, l'entreprise a fermé. Mais c'est une expérience qui m'a vraiment façonnée. D'abord, je me suis dit que je n'étais vraiment pas faite pour des postes opérationnels RH, mais que j'étais faite pour des postes plus de développement RH. Et puis, je suis partie en vacances. J'ai pris quelques temps. Je suis partie chez un de mes amis qui travaillait chez LVMH, qui m'a dit « on a un truc super chez LVMH qui s'appelle la LVMH House. Et tu devrais regarder. » Je suis rentrée, j'ai regardé, il y avait un poste et j'y suis rentrée. Bam, histoire de la vie, quoi, des rencontres. Mais j'étais pas en train de me dire je veux une carrière dans une entreprise. Je me disais surtout je veux retrouver un poste où le contenu me passionne. La LVMH House, justement, tu peux nous en parler ? Oui, c'est une structure au sein de LVMH qui est vraiment dédiée au développement des dirigeants, qui a sûrement beaucoup évolué depuis que j'en suis partie. Mais j'ai eu la chance d'être embauchée par quelqu'un qui s'appelle Pascal Jouvin, qui était mon boss et qui l'a été pendant toute mon expérience chez LVMH, qui avait vraiment une vision pour cette partie de l'organisation sur comment est-ce que, à travers des expériences d'apprentissage et de développement, on peut vraiment influencer le futur du business, le type de leader qu'on a, les aider et les accompagner dans cette trajectoire. Super intéressant. Et alors ensuite, tu continues dans le luxe, tu rejoins un autre grand groupe. Alors, entre les deux, j'ai quand même été consultante. J'ai fait mon master en coaching et je me suis dit, je veux aller expérimenter ce métier. J'avais vraiment ce rêve autour de ça. Et donc, je suis partie. J'ai créé ma structure. J'y ai travaillé pendant 2 ans. Donc, tu montes ta propre boîte. J'ai monté ma boîte. Autour de moi, tout le monde sont des entrepreneurs. Mon mari, ma sœur, mes amis. Donc, je me suis dit, je vais aller tester ce mode de vie-là. Et j'ai adoré. Et 80% de mes clients, c'était mon écosystème startup qui m'a recontacté. Qui m'a dit, en fait, du coup, maintenant, tu connais aussi bien les grands groupes et tu as vécu l'expérience startup. Aide-nous à, 3 petits points, développer un leader, faire un coaching pour l'aider à avoir de la vision, aider une personne à prendre... Que du bouche à oreille, finalement, encore. Que du bouche à oreille. Ça, c'est génial. Parce que le plus dur, lorsque tu te lances comme ça à ton compte en tant que consultant, c'est souvent de démarrer un peu ton pipe commercial. J'ai pas eu le temps d'écrire mon site. Ah, c'est beau. Voilà. Ça, c'est beau. Ça ne s'est jamais fait. Tu avais ce qu'on appelle en start-up le product market fit. Tu vois, voilà. À peine lancé, t'étais déjà... c'est canon, quoi. Et j'étais au moment où je me suis dit, j'ai pas envie d'opérer de manière individuelle, j'ai envie d'opérer à plus grande échelle. La partie collective m'a beaucoup manqué pendant cette période-là.
J'ai été approchée pour un rôle en entreprise auquel j'ai commencé par dire merci, mais non merci. Et puis, j'ai été vraiment convaincue par le projet, par le contenu, par la mission, par les moyens qui étaient mis derrière. Et donc, oui, j'ai effectivement rejoint un grand groupe l'année dernière. Donc finalement, tu as vraiment un parcours, c'est marrant, qui mixe à la fois l'univers du luxe, parce qu'on sent que c'était ton empreinte, en même temps des postes qui sont soit très opérationnels, dans le cas de ta start-up, perso, et puis la première start-up que tu as fait, Living Social, et en même temps des fonctions vraiment très axées développement, quoi. C'est vraiment ça qui m'amuse. C'est de réfléchir à comment est-ce que les organisations peuvent aider les gens à avoir les carrières qui les passionnent. Excellent. Alors, ce qui m'intéresse, puisqu'on est très learning, tu le sais, sur ce podcast, c'est, je sais que tu as exploré du coup des méthodes, tu parlais de la PNL, tu parlais d'autres. Qu'est-ce qui t'a marqué comme expérience d'apprentissage intéressante? Tu dis, OK, là, on peut le partager ensemble aujourd'hui. Déjà, je trouve que ça a beaucoup changé. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est un milieu je me souviens quand on me proposait des postes de responsable formation au milieu des années 2000, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai, ça a beaucoup changé. Donc je pense que c'est un monde qui a beaucoup, beaucoup changé. Il y a des éléments de la partie formation qui se sont digitalisés. On a compris maintenant qu'on n'était plus forcément obligés d'être tous assis dans une salle. Mais surtout, le pouvoir est ailleurs. C'est-à-dire qu'avant, on était invité ou envoyé par son manager à être assis sur une chaise pendant 2 jours. Et on se le dit souvent avec mes équipes, aujourd'hui, la personne qui reste dans cette mentalité de j'attends que mon manager m'envoie une formation pendant 2 jours pour apprendre une nouvelle compétence, cette personne-là a un problème d'avenir. Parce qu'en fait, la formation, c'est tout le temps. C'est on the job, c'est-à-dire c'est dans le cadre de ses fonctions, tout le temps. Et surtout, il faut être capable de savoir ce qu'on a envie d'apprendre, pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller l'apprendre, et du coup, de voir que si quelqu'un a envie d'apprendre aujourd'hui quelque chose et qu'il a décidé, il n'a pas besoin d'argent, tout est disponible gratuitement. En revanche, il a besoin de motivation. Donc là, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ses motivations intrinsèques. Et il a besoin de moyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette des choses à sa disposition. Mais le sujet n'est plus quand est-ce que je vais être envoyé en formation. Bien sûr. Et pour le coup, je trouve que l'entreprise n'a pas encore tout à fait réussi à faire ce shift. À se dire, le temps de formation, il doit être intégré au quotidien. Mais là, c'est très fort ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de nos partenaires, tu vois, on a des discussions sur le sujet qui nous disent, oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui doit se déclarer? Est-ce que le collaborateur a le droit d'accéder à tout type de formation? Est-ce qu'il doit le faire sur sa pause déjeuner? Enfin, il y a un sujet aussi un peu légal qui peut se poser, qui est peut-être très français. Quel est ton point de vue? Ouais, alors moi, je travaille à l'international, donc ma question à moi, elle est pas tellement légale. Je trouve qu'on ne profite pas assez de ce qui nous est offert en France. On est vraiment gâtés sur le sujet. Je suis allée transférer mes heures et faire les démarches là en juin. J'ai vraiment été impressionnée par le fait qu'on mette ça à disposition et que la plupart des gens ne savent pas, l'utilisent pas. Donc moi, je pense qu'on est assez gâtés. Les sujets légaux, je les entends, ils sont importants, mais au fond, je trouve que parfois c'est une excuse pour ne pas parler du vrai sujet qui est pourquoi est-ce que ton salarié devrait apprendre sur sa pause déj. Je ne comprends pas. En fait, non. Si tu veux que ton salarié soit encore là dans 1 an et si tu veux surtout qu'il soit bon et qu'il soit épanoui, en fait, tu lui donnes le temps de le faire. Toi, tu es vraiment dans une approche très ouverte finalement où on donne les moyens aussi bien en temps qu'en outils. Oui, et typiquement, nous, on a instauré avec mon équipe un Wednesday Learning. Donc, on faisait des cafés pendant le confinement. On a tous trouvé ça dur, ce confinement. Bien sûr. En plus, j'étais en prise de poste. Et on a décidé qu'une fois par semaine, on allait prendre 1 demi-heure pour parler d'un sujet qui nous intéresse. Donc, chaque membre de l'équipe, à tour de rôle, propose soit un TED Talk, soit un module de formation qu'on a sur notre plateforme, soit un article qu'ils ont lu, soit un documentaire sur Netflix. Enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi. Sympa. Tout le monde le regarde, chacun sur son temps quand il a envie, et on en parle pendant 1 demi-heure. J'ai appris plus de choses de mes collaborateurs en faisant ça, c'est-à-dire quand ils parlent de qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui les a étonnés, quelles sont les barrières qu'ils ont eux-mêmes vécues, qu'en faisant des one-to-one toutes les semaines. Et surtout, ils ont appris les uns sur les autres. Et du coup, ils sont dans une démarche de s'il y a quelque chose que je ne sais pas, 1, je peux aller chercher l'information. 2, je peux demander à mes collègues s'ils ont l'information. Et 3,
L'apprentissage, c'est juste se poser des questions, s'ouvrir, remettre en cause ses perspectives mentales. C'est super sympa ce concept. Et du coup, c'est ouvert sur tout type de sujet. On a fait plein de choses. On a fait, j'ai envie de dire, du compliance sur comme tu sais, il y a tout un tas de sujets qui sont des sujets obligatoires comme le anti-bribery, mais il y a plein de choses qu'on savait pas. On a fait la cybersécurité. Donc, tu vois, pour parler de sujets un peu moins... mais on a aussi parlé de comment dépasser ses propres limites, la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est que l'intimité dans la confiance. Enfin, on a parlé de beaucoup de sujets différents. C'est la première fois que j'entends ce type de pratique. C'est super sympa, finalement. Là, tu permets à chacun d'avoir un petit temps d'échange en plus, de valoriser ce qu'ils ont appris, partager, avoir du feedback. Et souvent, on est surpris par à quel point les gens ont des centres d'intérêt passionnants. Et donc, certains des sujets les plus profonds ont été proposés par nos stagiaires, parce qu'en fait, c'est ça qui les intéresse. C'est la vérité, c'est la profondeur, c'est l'authenticité. Et je pense que, notamment pour cette nouvelle génération, si on n'arrive pas à répondre à cette demande de vérité dans la relation, au quotidien dans l'entreprise, on n'arrivera pas à les garder, à les développer, à les faire grandir. Super intéressant, je connaissais pas du tout. Et tu parlais justement de la jeune génération. Est-ce que tu vois des attentes un peu différentes? On dit souvent que c'est une génération un peu TikTok, parfois un peu déconnectée. Comment tu les accueilles, toi? Alors, je pense que depuis que je travaille, j'entends les jeunes. Ça revient tout le temps. Donc, je suis pas convaincue qu'on soit fondamentalement différents. Ouais. Je pense simplement qu'il y a un certain nombre de contraintes dont ils n'ont plus envie et pour lesquelles ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Tu penses à quoi, par exemple? Je pense au télétravail, je pense à l'humanité, c'est-à-dire à être capable d'avoir des vraies conversations avec son manager. Le chef qui décide parce que c'est le chef, je pense que c'est terminé. Tu fais ça parce que je te l'ai dit, je pense que ça va pas être possible. Donc, aussi parce que c'est pas des gens qui ont été élevés comme ça par leurs parents. Et donc, est-ce qu'ils sont différents? Ben oui, j'espère bien qu'ils sont différents, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils nous apportent aussi des choses que moi je trouve très positives. Et donc, grâce à cette évolution-là aussi, on va pouvoir avoir des organisations qui sont plus vraies, plus honnêtes, plus transparentes, plus ouvertes, plus écolo, plus durables. Ouais. Voilà, donc moi, comment est-ce que je les accueille? Comme ça. Ouverte. Voilà. Ouverte et humaine, du coup, je retiens. Ouais, et puis, je pense que pouvoir rire et pouvoir partager avec eux justement des choses sur lesquelles ils ont des regards un peu en décalage, je trouve que c'est une bonne manière de se remettre en question. Voilà. Mais tout le monde ne le fait pas. On voit aussi pas mal de stéréotypes sur ce type de génération, alors qu'ils portent aussi beaucoup de nouveaux usages. On le voit chez Kokoroé, tu vois, on fait des formats de vidéos qui sont de plus en plus courts. Parce que c'est fini, ils ne peuvent plus digérer, tu vois, du 4 heures de e-learning, etc. Est-ce que toi, tu as des modalités pédagogiques ou des formats qui marchent bien ou qui ont bien marché dans tes expériences où tu te dis, OK, c'est des formats qui sont dans l'air du temps? Oui, je pense que plus personne peut regarder des vidéos longues en digital parce qu'on est tous saturés d'écran. En revanche, je pense qu'on n'a jamais eu autant de plaisir à être ensemble. On a fait notre team building hier avec l'équipe et il y avait juste un vrai plaisir de goûter être ensemble. Et je pense que les jeunes ou pas jeunes ne sont pas différents de ça. Et donc, tu vois, les programmes qu'on a lancés, ils sont autour de retrouver du lien. Donc, on en a lancé là 3 avec nos managers. Certes, on donne un petit peu de contenu. Un petit peu, oui, bien sûr. On donne 2-3 clés, quelques concepts, mais ça va être du partage, du sharing, du co-dev, ou autre méthodologie autour de ça. Mais c'est la connexion qui, pour moi, va permettre l'apprentissage. Excellent. Et puis, je pense qu'on a quelque chose autour de... En fait, on a beaucoup de savoir déjà dans les entreprises. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces savoirs déjà existants pour pouvoir aider l'entreprise à grandir? Moi, ça, c'est un sujet qui me passionne. Je discutais à un congrès il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui a mis en place ça dans son entreprise et ça marche très bien. Le fait de se dire, moi j'ai une compétence, je pense que c'est une compétence et j'ai envie de devenir meilleure dans cette compétence et donc je vais me mettre à partager avec d'autres gens puis vient qui veut.
Et apprendre de ses pairs. Je pense ouais, que c'est vraiment le futur de... Parce qu'en fait, on a envie de rencontrer quelqu'un d'autre. On sait où aller le retrouver si jamais. C'est quelqu'un qui connaît mon environnement et qui comprend ce que je fais. Donc, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Excellent. Et du coup, Pauline, je sais que tu évoquais tout à l'heure Sheryl Sandberg, qui est un modèle féministe, engagé, de femme. Tu as une vie quand même qui était assez trépidante, entre des expériences internationales, start-up, grands groupes. Comment est-ce que tu as fait pour créer ton équilibre de vie? Tu as des secrets, J'aimerais tellement avoir une formule magique que je pourrais donner aux autres. Alors moi, j'ai écouté Sheryl Sandberg quand j'avais 30 ans, donc j'ai fait très attention à bien choisir mon mari, qui est formidable. Je tiens à le dire. Donc ça quand même, ça aide. J'ai progressivement perdu tous mes complexes à me faire aider. C'est-à-dire que quand j'ai eu des enfants, je pensais que j'étais vraiment obligée, pour être une bonne maman, de moi-même faire les courses et cuisiner et donner le dîner de mes enfants. En fait, je ne peux pas. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai dû lâcher. Après, moi, j'avais un modèle maternel et grand maternel, ce qui n'est pas toujours le cas, de femmes qui ont toujours travaillé et beaucoup travaillé. Donc, ça t'a influencé? Bien sûr. Mais donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que l'équilibre, c'est en fait l'équilibre tous les jours. Pas une espèce de grande discussion qu'on a une fois et puis on décide. En fait, non, c'est au quotidien. Là, en ce moment, ça va. Il y a 3 semaines, c'était un peu dur. Dans 3 semaines, ça sera formidable. T'as juste finalement, on continue, quoi. Et après, je pense vraiment que chacune a sa propre limite sur ce qui est un équilibre et ce qui n'en est pas. Et je pense que sur ça, on n'est pas égal, on n'a pas les mêmes attentes et pas les mêmes enjeux. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque femme se sente OK de dire c'est ça ma limite à moi. Moi, je suis tout à fait pour que les gens, les femmes ou les hommes d'ailleurs, ne travaillent pas pour s'occuper de leurs enfants pendant certaines phases. J'ai recruté des gens qui étaient dans cette situation. Je ne trouve pas qu'un trou sur un CV soit un problème. Tu sais que ça me fait penser, sur LinkedIn, il y a une tendance en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vu passer depuis 2-3 semaines, des femmes ont décidé de mettre en avant leur expérience de break de carrière pour s'occuper de leur enfant. Et ont assumé. Moi, je suis pour. Après, moi, j'ai pris 3 mois et pas beaucoup plus pour ma fille. Donc, je suis pas sûre que ce break-là soit très long. Non, mais c'est un message fort que de dire, tu vois, toi, en tant qu'acteur RH qui compte, dire, moi, n'ayez pas de complexe et assumez ces périodes dans votre vie où, quelque part, vous prenez le temps, et c'est des temps de vie qui sont très actifs aussi. C'est courageux. Oui, puis on apprend plein de choses, et puis toute sa vie est bouleversée, et puis tout à coup, il faut gérer plein de choses sur lesquelles on n'avait aucune idée. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une chose positive à mettre en avant. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, redonner de la liberté sur quelle est sa limite, je pense que c'est vraiment important. Il n'y a pas d'endroit qui est le bon ou pas, qui est objectivement le bon ou pas. S'autoriser à revenir travailler, pas revenir travailler mais moins, revenir travailler mais différemment, prendre un autre job, enfin voilà, et ne pas hésiter à se faire accompagner. Parce que je trouve qu'on se pose des questions dans ces moments-là qui sont... Tu penses à du coaching? Quel que soit le type d'accompagnement, parfois les RH font ça très bien. Donc, parfois, il suffit juste de dire voilà ce que je suis en train de vivre et je trouve ça hyper difficile, et d'entendre oui, c'est normal et tu n'es pas la seule. Déjà, c'est pas mal. C'est déculpabilisant, ça fait du bien. Moi, je me souviens, la première fois que je suis rentrée de mon congé mat, j'avais qu'une hâte. Je courais pour rentrer chez moi tellement j'avais envie de voir mon enfant. Donc, mais ça m'a pas empêché de partir 10 jours à Singapour pour faire un programme, parce que c'était ça mon job à l'époque. Donc, je pense que vraiment, cette limite-là, elle est très individuelle. Et par contre, je pense que collectivement, on a construit les entreprises sur des modèles masculins, et que donc, il y a tout un tas de pratiques sur lesquelles il faut qu'on se questionne. Tu penses à quoi? Je pense que les voyages ne sont pas forcément obligatoires pour tout le monde, tout le temps, au même niveau de gens qui pourraient voyager, ne rien avoir à s'occuper à la maison, et pour qui pas voir leurs enfants, c'était pas un problème. Je pense à partir à l'international. C'est beaucoup plus compliqué pour beaucoup de femmes, et parfois on pourrait donner des jobs globaux dans des endroits du monde où elles sont, et pas forcément dire il faut être au siège ou il faut être en région, voilà. Donc je pense à ce genre de pratiques-là sur lesquelles on a encore un petit peu de travail à faire.
Et tu parlais de TED Talk, pardon. Est-ce que tu as des modes finalement de toi d'inspiration? T'es plutôt podcast, plutôt livre, plutôt conférence? Qu'est-ce qui te... Je suis toutes les choses. Tu dévores tout. Ouais. J'adore lire, j'ai toujours adoré lire, donc c'est important pour moi de pouvoir le faire. Mais j'avoue que c'est un peu difficile avec des enfants en bas âge. Bien sûr. Mais j'ai quand même lu Merci mais non merci. J'ai lu pas mal de livres ces derniers temps. Et ce que j'ai découvert, c'est les audiobooks. Parce que du coup, je peux les écouter quand je cours. T'écoutes sur quelle plateforme? Audible ou sur iTunes. iTunes, très bon. Mais je vais te donner les titres de mes 2 derniers audiobooks. Dis-nous. Alors, j'ai la chance de bien parler anglais, donc j'avoue que il y a quand même des contenus incroyables aux États-Unis. Et je trouve qu'ils sont souvent un petit peu... mal traduits ou... Non, mais ils sont un peu en avance sur nous, sur les contenus et sur les concepts. La diversité et l'inclusion, ils sont très en avance. Donc, souvent, je lis des choses et j'écoute des choses qui viennent de là-bas. Donc, typiquement, j'ai lu récemment The Fear Fighter Manual de Lovie Ayaji Jones, qui se nomme elle-même un professional troublemaker. Ça fait peur dit comme ça. Et qui est vraiment quelqu'un de passionnant et qui parle des mécanismes internes et de comment est-ce que parfois notre peur nous retient plus qu'autre chose. Elle a fait un TED Talk aussi. Elle a fait un TED Talk formidable. Okay. Et je l'avais entendu sur le podcast de Brené Brown, qui est sur Spotify maintenant. Et elle en a 2. Et je l'avais écouté sur Dare to Lead, je crois. Et c'est vraiment une personnalité intéressante. Et puis, j'ai lu aussi Glennon Doyle, Untamed. Je ne sais pas quel est le titre en français. Et même chose, je l'ai entendu sur le podcast d'Adam Grant. Incontournable. Qui est vraiment formidable. Qui est top, puis qui est très scripté, qui est très structuré, mais du coup qui est vraiment une autre forme d'apprentissage et de réflexion. Il est psychologue, lui, Adam Grant, on est d'accord? Oui, il est organizational psychologist. Okay. Donc c'est assez intéressant, c'est une spécialité qu'on n'a pas vraiment chez nous. Parce que psychologue du travail, c'est pas ça veut pas dire ça. C'est vraiment, il pense aux organisations et quels sont les comportements individuels et collectifs et comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est à la frontière de la socio et de la psycho, finalement. Exactement. Et Adam Grant est vraiment, il fait ça très très bien. Et il avait invité Glennon Doyle à venir, et donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc ça marche assez souvent comme ça. Dans des podcasts français, j'écoute Mathieu Stéphanie. Génération Do It Yourself. Génération Do It Yourself, parce que je trouve ça toujours très intéressant. Donc j'ai découvert Chance grâce à ça, une organisation qui me passionne. Enfin voilà, j'adore découvrir des choses nouvelles, mais j'avoue, je suis pas très média traditionnelle. Oui, plutôt podcast, plutôt audio du coup. Ouais. Ok. Non mais chacun sa paroisse. L'important, c'est d'y trouver son compte. Ouais. Super. Et du coup, pour terminer, Pauline, est-ce que tu as une devise perso, une philosophie de vie? Oui. Ma devise, c'est vraiment de me dire que le bien est l'ennemi du mieux. Et d'arriver à calibrer ce que je fais par rapport aux besoins, par rapport à ce qui est attendu, par rapport à ce qui est nécessaire, par rapport à ce qui est utile au moment où on est. Pas être dans l'idéal de ce que ça pourrait être. Excellent. Et ça marche aussi dans la vie perso. On retient les conseils. Merci Pauline pour ce super témoignage. On a parlé de PNL, on a parlé de Sheryl Sandberg, on a parlé de peer-to-peer. Je retiens aussi le Wednesday Learning, super concept. Je pense que ça va nous donner des idées chez Kokoroé. Et je vous dis à très bientôt, amis de la RH. Merci Pauline. À bientôt.